Bonjour à tous, Bonjour. bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire du jour chez Stoic. Je vois que vous êtes en train de vous connecter. On est un peu plus de 80 sur la session, 90. On va laisser quelques minutes aux retardataires pour se connecter. Je regarde les noms, je vois beaucoup de noms que je connais. Je ne vais pas vous citer nommément, mais bonjour, bonjour à tous. Euh, et super, je vois que la fonctionnalité de chat ne vous est pas inconnue, donc bonjour à tous. On va être nombreux, donc les micros seront désactivés aujourd'hui. En revanche, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Bonjour à tous. Posez toutes vos questions dans le chat pendant la session, pendant l'heure qu'on va passer ensemble, et on essaiera au maximum d'y répondre avec Antoine au fil de l'eau, et s'il en reste, on les prendra à la fin. Voilà, 110 personnes, je vois, de connectées, super. Peut-être en attendant les derniers, du coup, cette formation, ce webinaire, d'aujourd'hui est bien éligible DDA, donc vous recevrez, tous par mail une attestation DDA, à l'issue de l'heure passée ensemble. Ça vous évitera 1 heure de stress en fin d'année. Voilà, et je pense qu'on va pouvoir commencer tout doucement. Il est 11 heures bientôt 2, donc je vous propose d'attaquer cette session ensemble. Je vais partager mon écran. Tac, je vous laisse me confirmer que vous le voyez. Je crois que c'est bon, super. Bah, écoutez, 11h02, on peut y aller. Bienvenue à tous dans ce webinaire stoïque, qu'on a intitulé «Vendre un contrat d'assurance cyber, les 10 objections les plus courantes». Ça, c'est le titre, politiquement correct, mais on aurait pu l'appeler différemment ce webinaire. On aurait aussi pu l'appeler «Les 10 questions que vous, partenaires courtiers, n'avez probablement pas envie que vos prospects, vos clients vous posent au sujet de l'assurance cyber». C'est vraiment cet angle-là qu'on veut, avoir aujourd'hui avec Antoine. Nous, on a, plus d'un millier maintenant de courtiers partenaires branchés sur notre extranet, et ce qui revient très régulièrement dans nos échanges avec eux, comme frein à la commercialisation d'un contrat d'assurance cyber, c'est la crainte chez le courtier, de se voir poser des questions, qui le mettront, mal à l'aise face à son client parce qu'il n'aura pas la réponse. Donc aujourd'hui, le but de l'heure ensemble, il est très simple, c'est de prendre le taureau par les cornes et de parler de ces questions qui surviennent très régulièrement, lors des conversations autour de l'assurance cyber avec une direction générale, avec un DSI. De prendre ces questions les plus courantes qui peuvent parfois mettre en difficulté pour vous apporter les éléments de réponse nécessaires, de sorte à ce que, voilà, la marche soit de plus en plus simple pour vous. Voilà, l'ordre du jour est assez simple. On va, prendre quelques minutes pour introduire le propos, Antoine et moi, rapidement, et on va ensuite rentrer dans le cœur du sujet du jour, c'est-à-dire, cette liste de 10 questions courantes, et à chaque fois, on va, Antoine et moi, s'atteler à vous proposer des réponses. Je serais très curieux à l'issue des 10 objections les plus courantes que vous nous partagiez également dans le chat, d'autres questions que nous aurions manquées, mais qui seraient des questions qu'entre guillemets, vous n'avez pas envie qu'un client vous pose pour que Antoine et moi, vous partagions un peu les éléments de réponse qui peuvent être utiles d'apporter. Et puis on finira par un temps de questions-réponses, bien entendu, même si, on sera heureux de prendre au fil de l'eau des questions, si elles sont en lien avec le sujet qu'on est en train de traiter. Voilà, je suis en partage d'écran, donc je vois plus les questions dans le chat, ce qui veut dire que s'il y en a, peut-être que Antoine, tu peux m'interrompre. Je gérerai cette partie-là, Ouais, Tristan. super. Et donc, introduction, et on va commencer par se présenter, les 2 intervenants du jour, Tristan et Antoine. Je vais être mal poli, je vais commencer et puis Antoine, je te laisserai la parole. Donc Tristan, Fradet, de mon côté, je suis le directeur commercial ici chez Stoic. Je pense qu'une partie d'entre vous, me connaît. Voilà, donc j'ai rejoint Stoic très tôt, et mon rôle est très simple, c'est d'aider nos partenaires courtiers à, mieux et plus distribuer notre produit. On a des équipes à la fois à Paris, et en région, puisqu'on a déployé récemment une équipe, d'animation de notre réseau de courtage en région, avec, quelqu'un à Nancy, quelqu'un à Lyon, quelqu'un à Aix, quelqu'un à Toulouse, quelqu'un au Mans et bientôt quelqu'un à Lille. Voilà. Donc vraiment la casquette, commerciale de mon côté, et je vais laisser Antoine se présenter en quelques mots. Merci Tristan.
De mon côté, je pense que vous êtes beaucoup à ne pas me connaître, mais on aura sûrement l'occasion d'en discuter. J'ai rejoint Stoic donc il y a quelques mois. Avant, pour ça, je travaillais pendant une dizaine d'années chez Wavestone, un grand cabinet de conseil qui travaille notamment du coup en cybersécurité. Chez Wavestone, deux casquettes. Une casquette responsable des opérations de notre centre de réponse à incidents. C'est-à-dire que mon rôle était d'intervenir du coup en cas d'incident chez des clients majeurs. On parle surtout de clients de type 440, donc des attaques que vous avez vu passer dans la presse. J'ai très sûrement travaillé dessus. Et deuxième casquette sur une partie du coup pour le coup plutôt offensive, où j'étais aussi responsable et opérateur sur toute la partie simulation d'attaque réelle. Notre but, c'était d'effectuer des audits de grande envergure sur nos clients, donc se faire passer pour des groupes d'attaquants avec des ressources plus ou moins grandes, et par tous les moyens possibles, aller les compromettre et devenir administrateur de leur système d'information. Voilà pour la rapide présentation. Top. Donc, ouais, Antoine fait partie aujourd'hui de ce qu'on appelle notre CERT, C-E-R-T, qui est l'acronyme en anglais d'équipe de réponse à incident, hein. Ce qui veut dire que, un assuré, stoïque ne va être amené à rentrer en contact avec Antoine qu'en cas de très mauvaise nouvelle, qu'en cas de sinistre, puisque Antoine fait partie de cette équipe qui est en rotation 7 sur 7 et 24 sur 24, derrière le numéro de réponse à incident, le numéro d'urgence, auquel ont accès tous les assurés stoïques, tous vos clients à qui vous avez vendu une police d'assurance stoïque. Donc je vous souhaite de ne jamais avoir affaire à Antoine, entre guillemets. Super. Écoutez, en 2 mots d'introduction également, on va rappeler qui on est chez Stoic avant de rentrer dans le vif du sujet. Je pense que beaucoup d'entre vous nous connaissent, mais ça fait pas de mal de rappeler. Donc on est un peu plus de 50 personnes aujourd'hui chez Stoic, toutes en France. Et on est composé à la fois d'experts en assurance, des anciens de chez Groupama, Hiscox, Willis, Marsh, et cetera, et des experts en cybersécurité. Antoine est un bon exemple, mais on a aussi des gens qui nous viennent de chez Amazon, de chez Thales, de chez Intrinsèque, et cetera. On a 3 porteurs de risques. On a Swiss Re comme réassureur, qui porte vraiment la majeure partie de notre risque, et on a, eu un premier assureur, Achille. On en a un deuxième depuis quelques mois, Axeria. On a dépassé le cap des 1 000 entreprises assurées contre le risque cyber. Et pour rappel, Stoic est donc un produit d'assurance cyber à destination des sociétés, en France, qui font entre 0 et 250 millions de chiffre d'affaires. Voilà, avec un processus de souscription très simple via un extranet entre 0 et 50 millions, et un processus un peu moins simple, mais quand même plus simple que le marché, entre 50 et 250 millions. Voilà, on peut délivrer plusieurs millions de capitaux sur cette tranche-là de chiffre d'affaires, entre 50 et 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est la tranche sur laquelle le marché est compliqué. Voilà. Et en 2 mots, qu'est-ce qui nous différencie des acteurs plus traditionnels de l'assurance cyber? Eh bien, c'est le fait qu'on a une approche globale face au risque cyber et qu'on ne se contente pas de l'assurer, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas, une fois une police vendue, de croiser les bras et d'attendre, ou plutôt d'espérer que le téléphone de la réponse à incident ne sonne pas. Non, on va avoir vraiment une approche proactive via 2 couches en amont du déclenchement, de la police. Je vais parler de la première et Antoine parlera de la première. La première couche, c'est les outils de prévention. Hem, une grosse partie de nos équipes sont des ingénieurs en informatique qui développent une batterie d'outils de prévention ou de réduction du risque, qui sont mis à disposition sans surcoût de tous nos assurés. Ce ne sont pas des choses que l'on vend, c'est des outils qui sont accessibles sans surcoût vraiment pour tous nos assurés et qui vont diviser, la fréquence des sinistres. Donc voilà, ces outils, c'est un scan externe de vulnérabilité qui tourne toutes les semaines, la simulation de phishing et d'autres, j'en parle pas dans le détail, mais l'objectif, quel est-il? C'est de réduire la fréquence des sinistres. Et en deuxième rideau, je vais laisser Antoine parler de l'assistance, dont l'objectif est de réduire non plus la fréquence, mais l'intensité des sinistres. C'est ça, exactement. Nous, notre but, on va intervenir quand malheureusement l'incident sera confirmé, pour aller déjà trouver très rapidement comment l'attaquant est rentré, pouvoir fermer cette porte et ensuite pouvoir enlever l'attaquant de votre système d'information et tout remettre en ordre et en état le plus rapidement possible, dans une optique de gagnant-gagnant pour nous et pour les clients, bien sûr. Top. Donc ça, à ma connaissance, c'est unique en Europe. Les assureurs, qui, assurent le risque cyber sous-traitent cette prestation de l'assistance, de la réponse à incident, à des tiers. Voilà. Et enfin, une police d'assurance complète, c'est pas là-dessus qu'on est vraiment différenciant. Je pense qu'on est
Notre police est complète, on essaye qu'elle soit marginalement meilleure que les autres polices du marché un peu partout. On indemnise notamment le paiement de la rançon avec une sous-limite plus élevée que la plupart de nos confrères, et cetera. Mais voilà, juste une police d'assurance complète. Ce qu'il faut retenir et ce qui nous différencie sur le marché, c'est ces différentes couches en amont du sinistre. Voilà. C'est tout pour l'introduction. On avait prévu 10 minutes d'introduction, il est 11h10, donc c'est parfait. On tient notre timing et on va pouvoir rentrer dans le dur du sujet. Comme je le disais au départ du webinaire, on va pouvoir s'atteler à vous proposer des éléments de réponse pour les 10 objections les plus courantes, c'est-à-dire les 10 questions que quelque part, certains d'entre vous espèrent que leurs clients ne vont pas leur poser dans le cadre d'une conversation autour de la mise en place d'un contrat d'assurance cyber. Voilà. Donc, je vous propose d'attaquer et de commencer par la première de ces questions, qui est assez simple et qui vient remettre en cause l'intérêt du contrat d'assurance cyber. Cette question, c'est en quoi est-ce qu'une attaque cyber affecterait la vie de l'entreprise? Voilà, ça peut être une question d'un DG qui est pas éduqué sur ces sujets-là et qui peut, de façon frontale, poser la question de une attaque cyber, ça me ferait rien, quoi. Voilà. Ce à quoi on vous propose de répondre, via 2 axes que sont la disponibilité et la confidentialité. La disponibilité, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, face à quelqu'un qui est sceptique quant à l'impact d'une cyberattaque sur son entreprise, il peut être intéressant de faire prendre conscience de ce que c'est qu'une cyberattaque, et de demander quels sont les outils informatiques que l'entreprise utilise au quotidien. Des boîtes mail, peut-être des outils de comptabilité, de relations fournisseurs, peut-être un CRM, peut-être un ERP. Donc de se faire énumérer la liste des outils que l'entreprise utilise et ensuite de poser simplement la question, euh, quelles seraient les conséquences de l'indisponibilité de ces outils sur la bonne marge de l'entreprise? Est-ce qu'il vous serait possible demain, vous mettez dans le scénario d'une cyberattaque, vous n'avez plus accès à vos boîtes mail, plus accès à vos outils informatiques, quels qu'ils soient, est-ce que cela aurait des conséquences sur l'activité? Si la réponse est oui, bon, bah, on a la réponse à la question en quoi est-ce qu'une cyberattaque affecterait la vie de mon entreprise. Voilà. Et donc l'intérêt pour la police cyber prend de l'épaisseur. Voilà. Donc premier enjeu de disponibilité, faire bien prendre conscience à la personne qu'on a en face de nous que une cyberattaque, qu'est-ce que c'est? C'est très souvent l'indisponibilité des outils informatiques. Si cette indisponibilité a des conséquences sur l'activité, il y a un sujet. Et le deuxième enjeu, c'est un enjeu de confidentialité. Là, l'idée, c'est de comprendre avec le chef d'entreprise ou avec votre interlocuteur quelles sont les données que l'entreprise possède sur des collaborateurs en interne, sur des clients, sur des marchés, sur de la R&D, et cetera. Et de s'interroger sur quelles seraient les conséquences, en fait, de la publication de ces données sur internet. Est-ce que ça aurait un impact? Si oui, bah, à nouveau, là, on vient de matérialiser comment est-ce qu'une cyberattaque affecterait la vie de l'entreprise. Donc selon ces 2 axes, disponibilité et confidentialité, il est intéressant du coup de se poser des questions. Voilà. C'est intéressant aussi de se dire que pour beaucoup d'organisations, d'entreprises, il est plus probable d'être victime d'une cyberattaque que d'un incendie, en fait. Simplement l'incendie, les conséquences en sont très, très simples et très évidentes, elles sautent aux yeux. Donc tout l'enjeu sur ce genre de questions-là est d'aider à votre interlocuteur à prendre conscience des conséquences concrètes d'une cyberattaque, donc indisponibilité et manque de confidentialité. Voilà. Je ne sais pas si Antoine, tu as des points à rajouter ou si, pour toi ça Ouais, te va? ça a été très détaillé ce que tu as dit. Et globalement, hein, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'une PME est souvent très démunie face à ces attaques-là. Il y a les études qui ont été faites, hein, sur les attaques qui sont produites sur les PME ont estimé que 60% des PME déposaient le bilan après quelques mois suivant une cyberattaque. Donc le chiffre est énorme et ça démontre qu'en fait, ce type d'entreprise n'est pas très peu préparé à l'impact que peut avoir une PME. Une Top. attaque, pas une PME. Et ce qui est intéressant, c'est que là, Antoine, on a une bonne transition vers la deuxième objection courante qui est: «Je suis trop petit pour être à risque». Et toutes ces variantes, de type: «Les pirates m'attaqueront pas moi». Je comprends que les pirates attaquent des hôpitaux, attaquent des grands industriels, que Renault, que Thales se fassent attaquer, c'est évident, mais moi, non. Nous, on est une PME en région, de quelques collaborateurs ou quelques dizaines de collaborateurs, voilà, on ne sera jamais attaqué, quoi. Ça, c'est une objection courante qui peut être formulée explicitement comme ça.
ou qui peut juste être implicite dans la tête de votre interlocuteur, qui peut se dire, «Ah, ça arrivera à d'autres, quoi». Voilà. Là, c'est intéressant de regarder déjà les chiffres. On manque de chiffres, hein, sur la menace cyber, mais on voit que, selon des études de l'ANSSI, 40 des attaques ciblent des, petites et moyennes entreprises et surtout, cette objection d'un dirigeant qui penserait être à l'abri parce que trop petit, elle repose sur une mauvaise compréhension du modus operandi des attaquants. Je m'explique. Souvent, dans la représentation mentale qu'on se fait des cyberattaques, on imagine des groupes très organisés qui vont cibler de façon délibérée une grosse organisation. Ça peut être le cas, c'est souvent le cas, mais ça, c'est une partie de la cybercriminalité et en fait, c'est une partie très visible parce que très médiatisée, mais c'est pas du tout la majeure partie du crime cyber. La grande majorité des cybercriminels sont des gens, qui sont fainéants opportunistes, et qui vont non pas cibler des organisations de façon délibérée, mais plus travailler en mode chalutier. Ça, c'est une métaphore qu'on aime beaucoup chez Stoic. C'est-à-dire que, plutôt que de partir à la pêche au gros, chercher à taper une baleine, c'est-à-dire, faire tomber Total et avoir 20 millions d'euros de rançon, bah, pour un attaquant, c'est en fait beaucoup plus logique de passer en mode chalutier, d'attaquer 10 000 petites sociétés en même temps, en demandant à chaque fois, par exemple, des toutes petites rançons. Il faut vraiment avoir bien ça en tête. Nous, on intervient, et c'est plutôt Antoine qui en parlerait parce que c'est son quotidien chez Stoic. On est déclenché, si ce n'est tous les jours, au moins plusieurs fois par semaine, par des assurés sinistrés et qui sont tout petits, quoi. Et qui nous disent: «Mais comment est-ce que les pirates s'en sont pris à moi?» Et en fait, les pirates ne s'en sont pas pris à eux. Les pirates ont, imaginons, acheté un fichier d'adresses mail, de 10 000 adresses mail sur le dark web. On fait du phishing sur ces 10 000 adresses mail. On réussit à rentrer dans 200 boîtes mail. Et dans ces 200 boîtes mail, on fait le tri entre les boîtes pro et les boîtes perso. Il restait 20 boîtes pro. Dans ces 20 boîtes pro, ils ont obtenu un pouvoir de nuisance et déployé un ransomware. Mais il n'y a pas de ciblage, si vous voulez. C'est vraiment de l'attaque massive, opportuniste. Voilà. Donc je pense que euh, cette objection, elle repose vraiment sur un manque de compréhension, assez généralisé de la façon dont travaillent les pirates. Et comme je l'écris à droite de l'écran, ce manque de compréhension, il va être amplifié par un phénomène qui est que les attaques sur les PME, les médias s'en fichent. Quand un journal sort, un article sur une attaque qui a ciblé un grand groupe, qui a ciblé un hôpital, bah, ça va faire beaucoup de vues. Par contre, une PME de 8 employés qui prend un ransomware et qui dépose le bilan, ça fait pas les choux gras de la presse. Et en plus, les PME, souvent, en ont honte et donc ne vont pas en parler. Il y a un tabou énorme. Ce qui fait qu'il y a une distorsion, heu, par les médias, de la réalité de la menace cyber et que les projecteurs sont braqués sur quelques attaques très médiatisées et on en oublie, le gros des attaques qui sont des choses du quotidien. C'est un peu la métaphore entre un braquage de banque, ça va être très médiatisé, mais pour un braquage, combien y a-t-il de vols à l'arraché, quoi? Voilà, qui eux ne font pas les choux gras de la presse. Je ne sais pas si, Antoine, Si, si, pour tu veux compléter ce rajouter que tu quelque chose? dis, effectivement et cette métaphore du chalutier, il y a un autre exemple que vous pouvez aussi donner à vos clients, à qui ça parlera beaucoup. C'est tout simplement l'exemple du Covid. Tout le monde connaît le Covid et le fonctionnement est simple à expliquer. Le Covid, il s'en fiche que vous soyez, riche, pauvre ou quoi que ce soit. Il va cibler en masse toutes les personnes qui ont pas les anticorps qu'il faut. Et donc, s'il trouve les anticorps, bah, il va juste, pas s'intégrer, il va pas réussir à se poser chez vous et à vous rendre malade. Par contre, si vous n'avez pas les anticorps, il va rentrer et il va pas du tout faire de distinction sur la personne chez qui il va rentrer. Mmh. Et un attaquant, c'est exactement pareil. L'attaquant, il va cibler en masse, il va lancer ses exploitations, il va les automatiser. Il rentre dans plein d'endroits et ensuite, il va aller juste continuer son petit chemin et demander des rançons sans aucun état d'âme sur si vous êtes une PME, un hôpital ou autre. Bien sûr, pour eux, ça peut avoir des conséquences dramatiques, hein. On l'a vu cet été avec les pipelines aux États-Unis qui ont tout de suite déclenché les réactions du FBI et de tout l'État américain. Mais ils s'en fichent en principe de base. Ils font pas attention là où ils attaquent. Mmh. C'est pour ça d'ailleurs que ça touche finalement grandement les PME parce qu'elles surreprésentent le type d'entreprise qui aujourd'hui sont présents en France et dans les autres pays. Ouais, exactement et en fait, voilà, un pirate va scanner en masse ou essayer de rentrer partout et là où il arrive à rentrer, déployer son attaque, mais sans même parfois savoir où il est rentré. C'est des gens qui vont
pas parler français, qui vont pas s'intéresser, pas aller à ce niveau de détail. Vraiment, c'est de la logique de masse, quoi. Voilà. Top pour cette deuxième objection. J'espère que les éléments que, Antoine et moi vous apportons sont utiles. On vous enverra aussi, c'est une question qui revient souvent, quand on fait des webinaires, on vous enverra le support, hein, d'aujourd'hui, donc vous aurez, tout loisir de vous y repencher. Troisième objection, à laquelle je pense tous ceux qui ont essayé de, vendre un contrat cyber ont été confrontés, c'est celle du prestataire informatique. Et donc la forme que ça peut prendre, c'est: «Écoutez, moi j'ai un prestataire informatique, c'est son métier, hein, et puis ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, donc je lui fais une confiance aveugle». Ça, c'est un point qui est intéressant, et qui repose à nouveau sur, une compréhension qui est pas parfaite de ce que c'est que le rôle d'un prestataire informatique. Hem et peut-être qu'Antoine, je te laisse, dérouler la métaphore que tu aimes bien et que je trouve judicieuse, qui est celle du constructeur de maison. Exactement. En fait, trop souvent, hein, les assurés avec qui on parle, voire des clients avec qui j'ai pu travailler dans le passé, considèrent qu'ils ont un prestataire informatique et donc ils sont forcément sécurisés parce que le prestataire, c'est son métier. Et en fait, ils confondent 2 choses. Un prestataire informatique, son métier, c'est pas la sécurité. C'est comme quelqu'un qui va construire votre maison. Son but, ça va être sûr que la maison réponde à des normes, que la maison, elle va pas s'effondrer, que va pas y avoir de risque d'incendie, lié à la construction de la maison. Bien sûr, ces personnes-là vont avoir des bases de sécurité physique, c'est-à-dire qu'ils vont vous mettre des portes, qui se ferment, j'espère. Ils vont mettre des fenêtres, aussi qui se ferment bien à clé. Par contre, si vous êtes dans une autre zone à risque, peut-être qu'ils vont vous dire: «Bah, attention, là, moi, je vous conseillerais de mettre des barreaux devant vos fenêtres». Voilà, ça peut faire partie de leurs compétences, mais très souvent, ça va pas plus loin. C'est pas des spécialistes en cambriolage, ils sont pas là pour poser des alarmes, c'est pas du tout leur travail. Et la sécurité en informatique, c'est pareil. Ils vont vous déployer un système d'information, qui va répondre à des normes, de conformité. Ce système d'information, demain, vous pouvez faire n'importe quoi dessus, vous pouvez faire des bêtises, et ce ne sera pas de leur faute. C'est comme dans votre maison, vous pouvez très bien laisser brûler vos frites que vous êtes en train de préparer, votre poêle et créer un incendie dans la maison. Vous n'allez pas vous retourner contre le constructeur ou attendre ou prétendre que c'est la faute du constructeur si la maison prend feu, dans ces cas-là. Et donc sur votre système d'information, c'est exactement la même chose. Vous pouvez installer un logiciel, qui est malveillant. Vous pouvez, ouvrir des ressources sur internet et donc permettre à un attaquant de rentrer sur le système d'information. Là, le prestataire informatique, il sera aucunement capable de savoir que l'attaque allait arriver, de par les actions finalement que vous avez fait. Donc si vous avez de la chance, le prestataire sera plus ou moins mature sur ces sujets, mais encore une fois, c'est jamais son métier. Ouais, merci Antoine. Et en fait, quelle est la mission du prestataire informatique? C'est de mettre à disposition de l'entreprise les outils numériques nécessaires à son bon fonctionnement. C'est un interlocuteur du quotidien, en fait, du chef d'entreprise. Il va faire en sorte que, les collaborateurs soient dans des «bonnes conditions numériques» entre guillemets pour travailler. Et il a souvent une, base d'expertise, cyber, mais le raccourci informatique égale cybersécurité, il est très rapide et il est un peu dangereux. Voilà. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que nous, en réponse à un incident en bout de chaîne, l'équipe dont fait partie Antoine, notre CERT, heu, il n'y a pas de moins de sinistres chez les entreprises qui ont un prestataire informatique. Quand nous, on regarde les sinistres qu'on a à gérer, que ce soit des fuites de données, des fraudes, des ransomware, l'immense majorité des entreprises, en fait, ont un prestataire informatique. Et donc en termes de fréquence, il y a pas de diminution et les crises sont pas moins graves. Donc il y a pas non plus de diminution en termes d'intensité, quoi. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est même de retourner, hein, cette question. Aujourd'hui, nous, on a énormément de prestataires informatiques qui nous découvrent parce que, leur client est assuré chez nous via son courtier et donc ils découvrent l'existence de Stoic et qui derrière nous contactent pour nous demander s'il est possible d'assurer les autres clients pour le compte de qui ils interviennent. Pourquoi ils nous demandent ça? Parce qu'ils savent, ils ont dans un coin de leur tête, que le jour où, et je dis bien si, je dis bien, le jour où, je dis pas si, le jour où un de leurs clients aura un sinistre grave cyber, et ben leur client, il va venir, les chatouiller, parce qu'il avait cette, idée en tête que c'est son métier au prestataire informatique. Le prestataire informatique, il a peur de ça et donc il va souvent même être prescripteur, hein, de l'assurance cyber. Voilà, Et et je finirai en disant que la décision de s'assurer contre le risque cyber, en fait, ça n'est pas une décision IT, c'est une décision de direction générale, face à un risque en très forte augmentation. Voilà. il y a une question dans le chat, qui est assez intéressante et qui est effectivement, d'ailleurs très pertinente en cas d'incident.
c'est comment faire en sorte que ce prestataire devienne un allié et non un frein, du coup, durant un incident. On a très souvent les deux cas. Nous, chez Stoic, on va avoir très souvent des prestataires qui vont être de forts alliés parce qu'ils vont être dans une grande coopération. Hop, Ah. excusez-moi, j'ai ma fille qui est rentrée dans la pièce. Désolé pour ça. Donc, on a très souvent des prestataires qui vont être de forts alliés parce qu'ils vont être très actifs sur la crise, très actifs sur l'incident pour partager des journaux, partager de l'aide sur l'investigation, et d'autres qui vont être au contraire en mode blocage complet. Ils vont se dire, si vous voulez le moindre journaux, ben, il va falloir contacter au travers d'une plainte avec la police notre service légal, etc. Et donc là, ça freine drastiquement l'investigation. Donc c'est une question intéressante parce qu'il n'y a pas de réponse simple. En fait, la réponse très simple, je pourrais vous dire, assurez-vous d'avoir un lien de proximité avec votre prestataire, mais d'un côté, ça marche pour les PME qui vont travailler avec un prestataire informatique de leur ville, de leur département, de leur région. Mais dès qu'on passe sur des prestataires type AWS, OVH, Google, etc., bah, le lien est complètement différent puisqu'on va plus être sur des vérifications légales. Donc là, le but, ça va être de s'assurer que les conditions générales correspondent à nos besoins, de s'assurer qu'on peut régulièrement faire des audits avec leur consentement. Donc on est vraiment sur des dimensionnements qui sont complètement différents en fonction aujourd'hui du prestataire informatique qui va être utilisé finalement. Si on est sur un prestataire vraiment local, moi ce que je recommande, c'est vraiment s'assurer qu'on a déjà une fluidité de communication existante. Si on est sur un prestataire, on va dire, dans les géants de l'informatique, bah là, il faut se blinder niveau contrat et niveau légal et être sûr qu'on a tout prévu par rapport à ce que eux ont écrit, dans ce qu'ils vont être en capacité de faire pour vous aider. En principe, ce prestataire-là, le but, c'est qu'il vous donne tout de suite tous les accès et toutes les clés en main pour accéder vous-même aux informations qu'il faut. Ils ne vont pas être présents pendant l'incident. Donc, il faut être sûr que vous connaissiez ces accès et que vous sachiez où aller chercher les informations, même si, encore une fois, on est là pour vous aider dans ces cas-là. Et j'aperçois dans les participants aujourd'hui du webinaire plusieurs de nos partenaires courtiers qui travaillent, je le sais, avec des prestataires informatiques main dans la main. Donc, c'est quelque chose aussi qui est envisageable de votre côté et qu'on voit beaucoup, hein. C'est donc des partenariats entre courtiers et prestataires informatiques. Ça marche super bien. Donc, on vous encourage à vous rapprocher dans votre tissu économique local des partenaires, des prestataires informatiques avec qui vous pourriez travailler. Voilà. Je vois qu'il y a une autre question, mais j'ai peur qu'on soit un peu en retard sur le timing. Donc si ça vous va, on la garde pour la fin et on enchaîne sur la question suivante, qui peut être celle d'un interlocuteur qui vous dit que puisqu'il est dans le cloud, il n'y a pas de risque. C'est assez intéressant aussi. Je vais, avant de proposer des éléments de réponse, peut-être rappeler ce que c'est que le cloud et ce à quoi ça s'oppose. Le cloud, c'est le nuage en anglais, ça s'oppose euh, à ce qui est en local. Ce qui est en cloud, c'est les services que vous utilisez, mais qui ne sont pas hébergés chez vous sur une machine physiquement présente dans vos bureaux, mais qui est hébergée chez le prestataire. Donc, votre boîte mail, par exemple, si vous utilisez Gmail pour Google ou Outlook, elle est très souvent pas hébergée chez vous, mais hébergée chez ce prestataire. Donc, on utilise tous des choses qui sont hébergées dans le cloud au quotidien, hein. Voilà. Et aujourd'hui, l'immense majorité des entreprises ont au moins une partie de leur SI dans le cloud. C'est même rare maintenant de trouver une entreprise qui soit complètement locale, qui est tout chez elle. Rare pour ainsi dire, quasiment, ça n'arrive pas, quoi. Et donc nous, l'immense majorité de nos assurés ont au moins une partie de leur SI dans le cloud. Ils ont quand même pris la décision de s'assurer en cyber. Pourquoi? Pour 2 raisons principales. La première, c'est que, avoir un SI, en local ou bien dans le cloud, ça va modifier marginalement, la typologie des attaques, mais pas leur fréquence ni leur, sévérité. En fait, quand on reprend le déroulé d'une cyberattaque, c'est 3 étapes. C'est premièrement une intrusion. Deuxièmement, donc l'attaquant va pénétrer le système informatique de l'entreprise. Deuxièmement, l'élévation en privilège. L'attaquant, une fois qu'il est rentré, va emprunter un chemin de compromission jusqu'à avoir un pouvoir de nuisance. C'est la deuxième étape, qui peut durer longtemps. Et troisième étape, c'est l'exploitation. C'est-à-dire que c'est le moment où l'attaque se manifeste et il est déjà trop tard. Mais revenons sur la première de ces 3 étapes, l'intrusion. Une intrusion, ça peut prendre 2 formes. Ça peut prendre l'exploitation d'une faille technique, c'est 20% des attaques, ou dans 80% des cas, l'intrusion, elle passe par un collaborateur qui tombe dans le panneau, entre guillemets, notamment du phishing.
Hem et donc, dans le cas d'un environnement cloud, ça va généralement enfin, les environnements cloud sont relativement bien sécurisés techniquement. Heu, En revanche, le risque de phishing ne bouge pas et comme c'est 80 des attaques qui passent par du phishing, en fait, il y a assez peu de modifications de la fréquence des attaques. Voilà. Hem, c'est le premier point et le deuxième point, peut-être Antoine, je te laisse le dérouler sur, le fait qu'aussi, utiliser du cloud augmente la surface d'exposition sur internet. C'est ça. Effectivement, très souvent, le cloud vient aussi avec, internet, globalement, sur le cloud, vous allez potentiellement rajouter, des portes d'entrée pour les attaquants, puisque vous allez y accéder depuis internet. Vous allez du coup exposer plus de ressources sur internet, et donc l'attaquant, bah, ça lui fait, encore plus de choses à aller voir et vous, de votre côté, ça vous fait plus de choses à sécuriser, et à tenir à jour. Et très souvent sur le cloud, ce qu'on constate, hein, c'est que les fuites de données massives qui ont eu lieu ces dernières années et ces derniers mois, même chez des très grandes entreprises, hein, qui sont réputées pour être très sécurisées, sont venues justement de ressources dans le cloud qui étaient mal sécurisées, mal paramétrées, parce que ça va très vite en fait d'aller sur Amazon, d'aller se créer un dépôt de fichiers, et puis bah, en fait d'oublier de le mettre privé ou de paramétrer comme il faut. Et donc tout le monde sur Internet peut accéder à ces fichiers assez rapidement. Mmh. Super, merci Antoine. Donc voilà, le cloud n'est pas du tout, un gage de sécurité. On pourrait même dire, au contraire. Et nous, la proportion de nos assurés dans le cloud, n'est pas sous-représentée dans les cyberattaques que malheureusement nos équipes de réponse à incidents ont à gérer au quotidien. Enchaînons sur, 2, objections qui reviennent assez souvent, qui sont pour la première: «J'ai un antivirus, donc j'ai pas besoin de m'assurer». On va y revenir et la deuxième: «Je fais déjà des sauvegardes, donc pas besoin de m'assurer». Qui sont, des objections différentes, mais qui ont des points communs, donc on va les traiter relativement ensemble. Et je pense, qu'on peut commencer du coup par, «J'ai un antivirus, donc pourquoi m'assurer?» Bon déjà, c'est top que l'entreprise se soit équipée d'un antivirus. Ça veut dire qu'elle a conscience du risque aussi, hein. Donc, pour vous, ça ne doit pas du tout être un mauvais signal. Une entreprise qui vous dit: «Mais attendez, j'ai un antivirus, je fais des sauvegardes», en fait, c'est un bon signal pour votre, vente en cours parce que c'est une entreprise qui a déjà, pris conscience du risque puisqu'elle a, investi, face à ce risque-là. Hem, la première chose à dire peut-être, c'est que et en fait, j'ai un antivirus, donc pas besoin de m'assurer. Il y a beaucoup de variantes, hein. J'ai un firewall, c'est-à-dire un pare-feu, pas besoin de m'assurer. Donc vous pouvez remplacer par le mot antivirus, là, vous pouvez le remplacer par toute une série de mots techniques plus compliqués les uns que les autres, mais en résumé, j'ai investi dans de la protection, hein, donc j'ai pas besoin de m'assurer. Déjà, philosophiquement, ces moyens de protection ont une obligation de moyens, pas de résultat. C'est-à-dire que, même si l'entreprise a acheté très cher un super antivirus, si malgré ça, il y a une attaque qui a lieu et que, il y a de la perte d'exploitation, bah, le fournisseur d'antivirus, il va pas indemniser la perte d'exploitation. Donc c'est toujours important de bien garder en tête la différence entre ces solutions technologiques qui ont une obligation de moyens et l'assurance cyber stoïque, qui a, entre guillemets «une obligation de résultat» puisque si, slash quand il y a un sinistre, eh bien, l'ensemble des conséquences financières du sinistre sont bien prises en compte et bien indemnisées par, l'assurance. Donc philosophiquement, on n'est pas sur les mêmes plans. Hem et c'est assez intéressant aussi de retourner la table sur ce sujet parce qu'en fait, heu, le marché de l'assurance cyber est historiquement déficitaire. Les assureurs traditionnels perdent de l'argent avec l'assurance cyber, parce que les sinistres sont nombreux et graves et donc en fait, l'antivirus, c'est un prérequis à l'assurance. Donc quelqu'un qui vous dit: «J'ai un antivirus, donc j'ai pas besoin de m'assurer», en fait, on peut relativement retourner la table en disant: «Bah, si vous n'aviez pas d'antivirus, vous ne pourriez pas vous assurer». Plutôt comme ça qu'il faut envisager le sujet. Hem et il y a un parallèle, intéressant à faire avec, l'assurance auto. Bah, c'est qu'avoir une voiture de bonne qualité, heu, ça ne veut pas dire que vous ne tomberez pas en panne ou vous aurez pas un accident et c'est la même chose avec le risque cyber. Un SI, un système informatique bien construit, bien protégé, ne fait pas pour autant disparaître le risque. Notamment parce qu'il y a une énorme composante du risque qui est humain et donc on voit régulièrement des sociétés sinistrées, qui avaient dépensé des fortunes en sécurité, mais malheureusement, une partie non négligeable du risque cyber, elle se situe, entre le clavier et la chaise, c'est le collaborateur, quoi. Hem, voilà, en quelques mots, ce qu'on peut en dire. Je ne sais pas, Antoine, si avec ta casquette technique, tu veux rajouter d'autres éléments?
Si, et puis j'ai deux, trois questions à répondre qui sont en lien avec cette slide et puis aussi un petit peu la précédente qui finalement font la liaison. Effectivement, l'antivirus, faut bien, et d'ailleurs d'autres outils de sécurité, il faut comprendre que l'attaquant, son travail principal, c'est justement de les contourner. Donc lui, son but principal et toutes ses compétences vont être concentrées là-dessus. Les outils de sécurité, ça ne va pas détecter des comportements qui sont légitimes. Et en fait, l'attaquant, son but, ça va être de paraître le plus légitime possible au sein de l'entreprise pour justement ne pas se faire détecter. Et ensuite, dans les attaques, nous, sur lesquelles on intervient, très souvent dans l'investigation, on se rend compte que l'antivirus, finalement, avait sonné. Sauf que l'antivirus, il envoie 100, 200, 300 alertes par jour, parfois dans les entreprises, et donc on arrête de les regarder, ou en tout cas, on n'y accorde pas l'attention qu'il faut. Et c'est un peu pour revenir sur le parallèle de la maison tout à l'heure. Vous avez beau avoir une alarme, ça ne va pas empêcher les cambriolages, parce que l'alarme, effectivement, les voisins, ils ne vont pas appeler la police parce qu'ils ont l'habitude de l'entendre sonner toutes les semaines, votre alarme, et que c'est toujours des fausses alertes. Et l'attaquant, enfin le cambrioleur, du coup, même s'il y a une alarme, il sait qu'il a quelques minutes pour aller récupérer potentiellement déjà beaucoup d'objets et faire un impact assez conséquent pour vous. Donc voilà, ça n'empêche rien. C'est là pour protéger en plus. C'est des outils qu'on exige aussi très souvent dans la cyberassurance. Hein. Si vous nous dites que vous n'avez pas d'antivirus, aucun outil de sécurité, on va se poser quelques questions avant de pouvoir vous assurer. Par contre, j'ai quelques questions du coup sur le chat qui sont intéressantes. Deux notamment vis-à-vis de la sécurité des fournisseurs cloud. Il y a une question concernant un fournisseur cloud, par exemple. La question était, je la retrouve, le fournisseur cloud a forcément un antivirus puissant. Effectivement, le risque, quand vous êtes chez un fournisseur cloud, il n'est clairement pas le plus probable sur la compromission du fournisseur en lui-même. Google, Amazon ou OVH, le jour où ils se feront attaquer à un point où l'entreprise sera complètement HS, c'est pas arrivé. C'est clairement parmi les meilleures entreprises d'un point de vue sécurisation. Par contre, ça ne présage en rien de la sécurisation de ce qui vous met à disposition. Parce qu'en fait, là, c'est complètement votre système d'information. C'est-à-dire que OVH, si un attaquant veut aller compromettre votre serveur OVH, il ne va pas du tout passer par le système d'information d'OVH. Il va juste directement cibler votre serveur chez OVH. Et votre serveur chez OVH, lui, il n'a pas forcément d'antivirus. Il n'a pas forcément de protection outre mesure. En fait, OVH, ils vont juste vous donner un serveur sous un certain système d'exploitation, comme du Windows, comme votre poste de travail que vous pouvez avoir. Et après, c'est vous qui en faites ce que vous voulez. Si vous installez des choses vulnérables, c'est votre problème. Si vous vous faites cibler par un attaquant qui passe des mois à aller essayer de faire du phishing pour récupérer vos accès sur les serveurs, c'est aussi votre problème. Et ça, OVH n'y est pour rien. Et pareil pour Amazon, pareil pour tous les autres providers. Et donc, une autre question qui était intéressante, c'est l'hébergeur OVH ou autre chez qui nous sommes, peut-il nous garantir contre les cyberattaques? Du coup, la réponse, c'est non. OVH, ce qu'ils vont faire, c'est potentiellement vous proposer des augmentations de votre infrastructure pour gérer des dénis de service. Dénis de service, rappel très très rapide, c'est des millions de connexions qui vont arriver sur votre site pour le rendre indisponible. Ça, OVH, Amazon ou autres, ou Google, vont mettre à disposition des services pour essayer de les diminuer et de vous aider dans ces cas-là. Ça ne va pas être de l'aide active, ça va être de l'aide au travers de leur infrastructure pour pouvoir gérer finalement un peu plus de flux. Donc en fait, ils vont juste vous faire payer des ressources en plus. Mais c'est aucunement de l'aide ou de la garantie contre les cyberattaques parce que c'est une toute petite partie du monde des attaquants finalement. Je vois le temps qui tourne. On Oui. aimerait rester plus longtemps avec vous qu'1 heure, mais on va devoir malheureusement se séparer à midi dans 20 minutes. Je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat qui, en fait, touchent à des sujets qu'on va aborder. Donc, j'ai pas de site internet, je crains rien. C'est une des 10 objections qui arrivent. Une autre question sur, la réticence par rapport au fait d'avancer avec un acteur aussi jeune que nous, c'est la 10e des objections qu'on verra aujourd'hui. Donc c'est top de voir qu'on s'est pas trompé. Voilà, on va traiter, je pense, pas mal des questions que vous mettez dans le chat, dans les minutes qui viennent. Donc si ça vous va, on déroule. J'ai le mauvais rôle, celui de gardien des horloges. Donc, on avance. 6e question. Je fais déjà des sauvegardes, pourquoi m'assurer? Et je vais passer juste au slide suivant pour vous montrer juste petite capture d'écran, hein, quand vous saisissez un prospect sur votre espace Stoic.
on vous demande de valider les critères d'éligibilité. Donc c'est, vous savez, notre fameux scan externe, avoir un score suffisant. Et ensuite, il y a du déclaratif concernant 3 aspects: sauvegarde régulière, antivirus et secteur d'activité. Donc, en fait, voilà, antivirus et sauvegarde sont des critères d'éligibilité. Donc, voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut opposer. Hem, Dans le sens où quelqu'un qui vous dirait, que le fait qu'il fait des sauvegardes, implique qu'il n'a pas besoin de s'assurer, c'est à nouveau un renversement à opérer. S'il ne faisait pas de sauvegarde, nous, enfin Stoic, on n'accepterait pas de l'assurer. Et je pense qu'il faut bien aussi revenir sur le déroulé d'une attaque qui se passe en plusieurs temps. Heu, Quand nous, on est déclenché, quand notre équipe de réponse à incident est déclenchée, elle va d'abord, gérer l'attaque, ça va être la phase, d'urgence, et ensuite, une fois que l'attaque est maîtrisée, il y aura une phase de réparation, de reconstruction du SI. Et c'est lors de cette deuxième phase qu'il est très important d'avoir des sauvegardes. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ces sauvegardes que le SI va être restauré. Hem Voilà, peut-être qu'Antoine, toi qui le fais concrètement, au quotidien, tu veux rajouter un mot? C'est vrai que très souvent, nous, ce qu'on rencontre, hein, en incident, c'est qu'on avait des assurés ou des clients, qui avaient des sauvegardes, mais qui étaient pas suffisantes. Parce qu'en fait, leurs sauvegardes, bah, elles ont été chiffrées en même temps que le reste du SI par le ransomware, et donc il y a juste plus de sauvegarde. Donc, nous, notre but, ça va être d'accompagner les assurés, à leur faire comprendre l'importance, d'avoir des sauvegardes hors ligne. Donc en leur donnant cet exemple que, bah, en fait, si vous faites attaquer demain, par un attaquant qui aura pris, toutes les clés de votre système d'information, il aura aussi les clés des sauvegardes. D'où l'importance de s'assurer que les sauvegardes soient stockées ailleurs que votre système d'information. Et on a après, tout l'accompagnement aussi sur, la partie restauration des sauvegardes, qui est très importante parce qu'en fait, on a aussi beaucoup de clients qui, une fois qu'ils récupèrent leur sauvegarde, n'arrivent pas à utiliser ces sauvegardes. Pourquoi? Parce que d'un point de vue technique, parfois des sauvegardes peuvent être dépendantes de certaines technologies, de choses qui elles-mêmes n'ont pas été sauvegardées. Et en fait, quand on essaie d'aller réparer les serveurs et de remettre les données au travers de ces sauvegardes, bah, rien ne fonctionne. Et donc, on est aussi bloqué que si on n'avait pas de sauvegarde. Donc pour revenir sur, les 2 points antivirus et sauvegarde, ce sont des prérequis. Et donc, si je prends un parallèle avec l'assurance automobile, je voyais dans le chat que quelqu'un parlait des bons freins d'une voiture. Voilà, se demander, se dire: «J'ai des sauvegardes, j'ai des antivirus, donc pourquoi m'assurer?» C'est comme se dire, «J'ai mon permis, je mets ma ceinture, je conduis prudemment, pourquoi m'assurer?» En fait, ça se saurait si en faisant tout bien, il y avait pas de problème et en cyber, quoi, voilà. Donc voilà pour ces 2 points. Heu et je propose d'enchaîner sur, le point 7 qui a été posé dans le chat, hein. Je crois que j'ai vu l'un d'entre vous poser la question. «J'ai pas de site, j'ai pas de nom de domaine, j'ai qu'un site vitrine. Entre guillemets, je fais pas grand chose sur internet, donc pas besoin de m'assurer». Mais là, à nouveau, c'est intéressant de revenir, avec ma petite marotte, hein, au déroulé d'une cyberattaque en 3 phases. Vous vous souvenez? Intrusion, donc l'attaquant rentre. Deuxième étape, une fois qu'il est rentré, il obtient un pouvoir de nuisance, parce qu'une fois rentré, on n'a pas immédiatement un pouvoir de nuisance. Ça s'appelle la phase d'élévation en privilège, ça peut prendre quelques minutes à quelques mois, parfois c'est très long. Il nous arrive d'intervenir sur des sinistres où en fait l'attaquant était là depuis 3 mois. Il a pris 3 mois à passer d'un compte mail standard à un compte d'administrateur sur, une ressource sensible, par «petits sauts de puce» entre guillemets. Et la troisième phase, la phase d'exploitation, bah là, c'est quand l'attaque se concrétise. Hem et donc, hem je pense qu'il est déjà important de comprendre que le nom de domaine, le site et cetera, c'est une partie, mais ça n'est qu'une partie du système informatique et c'est, si vous voulez, la face visible de l'iceberg. Il y a des gens pour qui le site est extrêmement important et en fait, c'est 90 du SI. Prenons un site d'e-commerce. Voilà, le site est extrêmement important. Mais il y a une très grande nombre d'entreprises, la majeure partie des entreprises pour qui le site internet effectivement sert un peu à rien, c'est un site vitrine, voilà. Mais en revanche, il y a un système informatique dans l'entreprise, heu, les boîtes mail, un CRM, un ERP, des outils de gestion des relations avec les fournisseurs, avec les clients et cetera. Et donc c'est ce SI-là qui peut être la cible d'une cyberattaque, hein. Voilà, si on revient au déroulé des attaques, les intrusions, je rappelle, 20 exploitent une faille technique, 80 le phishing. En cas de phishing, s'il y a un site inutile, vitrine ou pas de site, ça ne veut pas dire qu'il y a pas de boîte mail et s'il y a des boîtes mail, il y a un risque de phishing. Voilà. Et pour les 20 des intrusions qui consistent, en l'exploitation d'une faille technique, l'absence de site internet ou de site vitrine peut réduire la surface d'attaque et encore. En fait, comment les attaquants,
vont détecter les entreprises sur internet, c'est pas en regardant les sites internet, c'est en regardant ce que les entreprises exposent sur internet. Ça va au-delà du site et du nom de domaine, donc j'ai pas envie qu'on tombe dans des considérations trop techniques, mais ça peut être des protocoles d'accès à distance, RDP, VPN, qui sont exposés sur internet alors qu'il y a pas de site, pas de nom de domaine. Ça peut être des adresses IP, l'adresse IP d'une box, par exemple, qui sont visibles depuis internet, et cetera. Voilà, je vois le temps qui tourne, donc je vais, accélérer un peu. Antoine, on avait prévu que tu rentres un peu dans le détail, mais je propose qu'on ne le fasse pas pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de, Vas-y, nos vas-y, échanges. continue, Tristan. Super. Question qui a été posée, je crois aussi sur le chat. Vous connaissez notre fameux scan externe de vulnérabilité qui remplace, le questionnaire jusqu'à 50 millions. Que dire à quelqu'un qui pense que parce qu'il a 100 sur 100 au scan, il n'a pas de risque? Peut-être qu'Antoine, je vais te rendre un peu de temps de parole en te laissant, peut-être expliquer Ouais. en quoi est-ce qu'un bon score n'indique pas, une absence de risque. Merci. Effectivement, notre scan de sécurité, son but, ça va être de voir ce qui est exposé sur internet et finalement ce que vous nous montrez. C'est-à-dire que, c'est comme quand on inspecte un bâtiment, depuis l'extérieur. On va voir que, par exemple, il y a quelques fissures, ou au contraire que tout va bien au niveau du bâtiment, la toiture a l'air OK. Par contre, on peut rentrer dans le bâtiment et que, bah, toutes les normes d'incendie, de sécurité ne soient pas du tout respectées, heu et donc bah, finalement, le vrai danger vient de l'intérieur du bâtiment. Sur le scan stoïque, c'est la même chose. Notre scan, il n'est pas intrusif. Notre scan, il n'a pas vocation à détruire des choses ou à utiliser des vulnérabilités qui pourraient être dangereuses. Là où un attaquant, lui, il s'en fiche. L'attaquant, son but, ça va être potentiellement de détruire, d'utiliser des choses dangereuses parce qu'il n'a aucun intérêt, enfin, de son côté, il s'en fiche si c'est un attaque chez vous. Et surtout, l'attaquant, son but, ça va être de rentrer sur votre système d'information et donc d'aller voir le cœur et ce qui s'y passe vraiment. Et tout ça, bah, sur notre scan stoïque, avec 100 sur 100, on ne peut pas le voir, c'est pas son but. Et donc, effectivement, c'est très bien, c'est une première chose. Si vous avez 100 sur 100, ça veut dire que votre exposition sur Internet est globalement maîtrisée et qu'elle est de bonne qualité. Par contre, bah, potentiellement que dans quelques semaines, ça sera plus du tout un 100 sur 100 parce que les vulnérabilités évoluent et les technologies aussi associées. Mais comme je le disais, ce qui importe vraiment, c'est l'interne. Et ça, on ne le scanne pas, en tout cas au travers du scan stoïque, si les clients ne sont pas assurés et qu'ils n'utilisent pas nos outils de scan interne. Merci Antoine, et je propose d'enchaîner. Vous aurez de toute façon le support, hein. Après la présentation, vous pourrez, relire tout ce qu'on dit. Avant-dernière question sur la fraude. La fraude est-elle couverte par la police d'assurance cyber? Et ici, il y a 2 notions clés. Le déclencheur d'une police d'assurance cyber, et de la nôtre en particulier, c'est la notion d'intrusion dans le système informatique de l'assuré. Il faut qu'il y ait intrusion dans le système informatique de l'assuré pour que la police soit déclenchée. Et la deuxième notion clé, c'est, est-ce que ce sont bien les fonds de l'assuré qui ont été détournés? Donc voilà, s'il y a une intrusion dans le système informatique de l'assuré qui entraîne un détournement de fonds de l'assuré, alors oui, la cyberfraude, sera couverte par la police d'assurance. Et je vous ai mis ci-dessous 2 exemples de cyberfraude. Un exemple de cyberfraude qui va être couverte par la police stoïque, et un exemple qui ne va pas être couverte par la police stoïque. Je ne vais pas rentrer dans le détail des 2 exemples, peut-être juste en tout cas sur celui qui est couverte, sur la cyberfraude qui serait couverte. C'est premièrement que le pirate rentre dans le système informatique de l'assuré. Donc ici, l'exemple qu'on donne, c'est via du phishing, le pirate récupère, identifiant, les identifiants d'accès à une boîte mail, donc l'adresse et le mot de passe. Comment est-ce qu'il peut faire? Bah, il envoie du phishing massif en se faisant passer pour Amélie, par exemple, ou pour Info.gouv, ou pour Microsoft. Les gens pensent qu'il faut qu'ils mettent à jour le mot de passe de leur boîte de messagerie parce que sinon elle va être suspendue. Donc ils rentrent leur identifiant mot de passe sur une page qui n'est pas une vraie page de la messagerie. Le pirate récupère ses identifiants, va pouvoir rentrer dans la messagerie du collaborateur et donc va pouvoir lire tous les mails. Et en lisant tous les mails, il va obtenir du contexte qui va lui permettre de se faire virer des fonds par le comptable de l'entreprise sur son compte à lui. Donc là, on a intrusion dans le SI de l'assuré et c'est bien les fonds de l'assuré qui sont détournés. Donc la cyberfraude joue. Voilà. Il est 49, donc je laisserai à ceux qui voudront recevoir les slides la lecture de l'exemple de cyberfraude qui n'est pas couverte. Et on peut enchaîner sur peut-être une question qui a été posée dans le chat sur Stoic et le modèle et la pérennité, la solidité de Stoic, qui est une bonne question. Donc Stoic, juste, on est un peu plus de 50 aujourd'hui en France, hein, uniquement. Donc déjà, on est de loin la plus grosse équipe d'Europe à travailler sur le sujet de l'assurance cyber. Déjà. Et on est composé à la fois d'anciens collaborateurs, des meilleurs acteurs à la fois de la cybersécurité,
On donne l'exemple de Wavestone, d'Intrinsèque, d'Amazon, et cetera, et du secteur de l'assurance, avec des anciens Discogs, de Groupama, GAN, et de chez Marsh, de chez Willis, et cetera. On a fait plusieurs levées de fonds auprès de fonds d'investissement français, britanniques, américains, auprès de business angels de renom aussi, notamment auprès d'Henri Decastre, le patron historique d'AXA, et des porteurs de risques solides, Swiss Re, où a travaillé 10 ans Philippe Mangematin, un de nos fondateurs, qui porte une majeure partie du risque, et 2 fronteurs aujourd'hui, dont Axeria, voilà, que vous connaissez. Je vais être, ceux qui me connaissent savent que je peux être parfois un peu provocateur. La question de fond, je pense, si on regarde devant nous dans les quelques années qui arrivent, je pense que la vraie interrogation, elle n'est pas tant sur notre business model, qui consiste en fait à protéger, assister, assurer, les 3 en même temps de façon indissociable. Je ne pense pas qu'il y ait de questions fondamentales sur ce business model-là. Pourquoi? Parce que nous, on s'inspire de ce qui marche aux États-Unis. Le marché de l'assurance cyber, il a été complètement pris en l'espace d'à peine 6 ans par des acteurs qui ont cette approche qu'on a en Europe et sur lesquels on est les plus avancés en Europe. Voilà, il a été complètement pris par des acteurs innovants avec une casquette technique qui distribuent comme nous via leurs partenaires courtiers. Il a été pris par ces gens-là au détriment des acteurs traditionnels qui se contentaient d'assurer le risque cyber. Et je pense que la vraie question, c'est pas tant le business model de Stoic que, et là il y a une vraie interrogation, sur le business model des assureurs qui se contentent d'assurer le risque cyber, sans, premièrement, bien le sélectionner à l'entrée, deuxièmement, sans accompagner les entreprises qu'ils assurent à réduire leurs risques, et sans gérer eux-mêmes les sinistres, et donc sans une grande réactivité et une grande aussi compréhension du mode opératoire des attaquants. Puisque nous, il y a un vrai cercle vertueux qui se met en place. Notre équipe de réponse à incidents, en gérant des sinistres au quotidien, comprend de façon très pragmatique comment les attaquants opèrent, quelles sont leurs techniques, et c'est ces informations-là qui viennent nourrir les outils de sécurité que nous développons. Nous avons un scan externe de vulnérabilité, de la simulation de phishing. Nous avons aussi notamment un scan d'Active Directory. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est, mais pourquoi est-ce qu'on a un scan d'Active Directory? Parce que tous les ransomware sur lesquels nos équipes de réponse à incidents intervenaient avaient impliqué à un moment ou à un autre une compromission de l'Active Directory. C'était un élément du service informatique des entreprises sur lesquels se ruaient les attaquants. En gérant nous-mêmes les sinistres, c'est quelque chose qu'on a vu de façon très claire, et donc on met à nos assurés sans surcoût, on met à disposition de nos assurés sans surcoût un outil qui vient complètement renforcer cet élément de leur système informatique. Voilà. Les fluctuations brutales de marché des dernières années trahissent un petit peu ce questionnement de fond sur l'assurabilité du risque cyber. Je pense voilà, il y a une question de fond sur assurer sans rien faire d'autre. Est-ce que ça va tenir dans le temps? Voilà. Il est 52, donc il nous reste un peu moins de 10 minutes. On en a fini sur les 10 objections les plus courantes. Comme je le disais, en d'autres termes, les 10 questions que j'imagine certains d'entre vous espèrent que leurs prospects, leurs clients ne leur poseront pas. L'idée de la session d'aujourd'hui, c'était de vous équiper avec des éléments de réponse. Et je pense qu'on peut maintenant prendre un moment pour répondre aux questions. C'est pour ça que j'ai arrêté de partager mon écran pour enfin voir vos questions. Donc, Antoine et moi allons les prendre et regarder si on peut vous apporter des éléments de réponse. Effectivement, moi j'ai répondu un peu par texte à certaines questions où je pouvais répondre par texte dans le chat et dans les questions où vous pouvez directement regarder. Une question qui était intéressante, qui revenait et qui fait lien avec ce qu'on avait discuté, c'était est-ce que vous préférez un AWS ou un OVH ou alors un prestataire local lors des sinistres? Nous, côté Stoic et côté investigation globalement, on va tout le temps préférer un grand acteur parce qu'en fait, le grand acteur, il ne s'implique pas. Et du coup, pour ne pas s'impliquer, il donne tous les accès que vous avez besoin pour aller chercher les informations de l'investigation. Là où un prestataire local, forcément, il va beaucoup plus s'impliquer. Et donc, on est un peu potentiellement bloqué par rapport à son degré de coopération ou non. Sur la question concernant un client qui a été approché par sa banque pour une assurance cyber, donc effectivement, les gros réseaux bancaires ont tous un partenariat. La Société Générale travaille avec AIG, le Crédit Agricole Pacifica avec Hiscox et la BNP avec Stoic. Donc effectivement, il est possible que votre client ait été approché par sa banque pour une assurance cyber. Concernant votre question sur un serveur non adapté à une prise en charge, comme le disait Antoine, là on est sur une considération technique précise. Il faudrait qu'on ait plus d'éléments de contexte pour vous répondre. Voilà, question sur
prendre une assurance auprès d'une jeune société. Je pense qu'on vous a apporté quelques éléments de réponse. Les données sauvegardées chez le notaire. Heu, je connaissais pas cette, objection, je l'ai jamais entendue. Donc, Antoine, tu disais que les notaires ne sont pas sécurisés et sont souvent des cibles privilégiées. Ouais, c'est ça exactement, j'avais répondu ça. Globalement, les notaires sont pas plus sécurisés que d'autres. Les notaires ont des conformités réglementaires, qui leur imposent un stockage de documents sécurisés sur des plateformes, de l'État et cetera. Mais par contre, c'est pas tous les données du coup qui sont là-dedans. Et les notaires sont aussi, les plus grandes cibles, sur toute la partie phishing et fraude. Les attaquants, savent qu'il y a beaucoup d'argent là-bas, donc ils vont aller tenter de cibler les notaires en priorité. Il y a deux, trois autres questions qui viennent d'être posées dans le chat, d'ailleurs, Tristan, qui sont intéressantes. Euh, sur les garanties d'assurance et aussi sur le délai de 6 heures. Pour le délai de 6 heures, qui était posé par Monsieur Moll, globalement, nous, sur Stoic, on est tous d'astreinte, c'est-à-dire qu'en journée, quand vous allez nous appeler, si la première personne d'astreinte ne répond pas parce que justement elle est déjà en appel avec un autre assuré, qu'elle est en réunion ou je ne sais quoi, n'importe quoi aurait pu lui arriver, le téléphone va tout de suite basculer en quelques secondes sur un autre interlocuteur. Et on a du coup cette étape d'escalade qui a 3 ou 4 étapes pour que, à chaque fois que vous appeliez la ligne d'astreinte, vous n'ayez effectivement pas de délai dans l'appel et que vous ayez tout le temps quelqu'un qui soit présent instantanément pour vous répondre, vous donner les premiers éléments d'investigation et venir vous aider. Le délai de 6 heures, c'est un délai légal maximum qui est surtout présent dans le cas d'une attaque systémique. Imaginons l'ensemble de la France ou du monde est touché demain par des millions de cyberattaques. Forcément, nous, on s'est mis en ordre de marche pour que dans ces cas-là, on ait un écosystème qui nous permette de répondre dans un délai maximum de 6 heures. Mais dans des conditions normales, on est toujours à répondre en quelques minutes et instantanément quand vous appelez, vous avez besoin de nous. Et c'est un bon angle d'attaque pour reparler de l'intérêt d'internaliser la réponse à incident. Donc notre équipe, notre CERT, a intérêt à répondre très vite puisque c'est entre guillemets nous qui payons les pots cassés. En externalisant cette prestation, si ça sonne pas chez l'assureur, entre guillemets, mais chez un sous-traitant, est-ce que le sous-traitant a autant intérêt à réagir vite? On peut se poser la question. Il y a une question sur Roby, donc le fait que le site soit scanné, le prospect pourrait déjà se poser des questions. Que peut-on lui répondre? Donc je pense que là, la question, c'est comment vous avez scanné mon site, en quelque sorte. Je pense que c'est ça. En tout cas, je vais répondre à partir de cette compréhension. Donc le SI d'une entreprise, il est scanné en permanence par des pirates, parce qu'en fait, le scan externe qu'on construit et sur lequel on s'appuie, c'est exactement le même genre d'outil que celui qu'utilisent les pirates pour détecter leur cible. Donc, premièrement, que l'entreprise le veut ou non, elle va être scannée quotidiennement par des gens mal intentionnés et aussi par des gens bien intentionnés. Il y a beaucoup de sociétés qui scannent en permanence les sociétés pour leur mettre des notes. Voilà. Et donc, Antoine complémente ce que je disais juste avant sur quand c'est pas l'assureur qui gère lui-même les sinistres, mais que c'est un sous-traitant, les délais sont longs. Voilà, plusieurs heures / plusieurs jours avant de pouvoir passer à l'action, car tous les sous-traitants sont sous l'eau. En fait, la profession de réponse à incident, elle est sous tension. Il y a quelques centaines maximum de personnes qui savent faire ça en France, ce qui veut dire qu'il y a un manque chronique de ressources et donc il y a effectivement des gros goulets d'étranglement. Voilà. Pour vous donner des exemples, côté Webstone, finalement, les compétiteurs qu'on peut imaginer, comme Intrinsèque, comme Thales, etc., qui travaillent aussi en cybersécurité avec nous, en fait, pour nous, on les considère comme des partenaires. On les considérait comme des partenaires quand j'y travaillais parce qu'on se donnait constamment des incidents entre nous, parce que nos équipes étaient en incapacité d'y répondre. Et donc, effectivement, quand on appelle et qu'on vous dit on n'est pas en capacité d'intervenir avant 2 semaines, c'est très très compliqué. Et quand on est une assurance, c'est encore plus dur parce que pour une assurance, il va y avoir 2 semaines de sinistre à couvrir avant même que l'investigation commence. C'est pas entendable d'un point de vue financier. D'où le pari de Stoic, du coup, d'internaliser et aussi d'avoir cette partie prévention qui nous permet à nous, chez Stoic, de ne pas être sous l'eau et donc d'avoir constamment cette bande passante d'intervenants disponibles en cas d'attaque. Et je vois qu'il est 11h59. On est encore un peu plus de 150 dans le webinaire. Donc, merci à tous pour votre participation, pour vos questions. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais j'espère qu'on a pu répondre à une partie d'entre elles.
Voilà, je vous renvoie si, vous avez d'autres questions à vos points de contact chez nous, qui sont peut-être en région, peut-être à Paris, vous les connaissez, vous avez leur mail, leur téléphone, donc rapprochez-vous d'eux. Merci pour tous les commentaires positifs. Je suis heureux si cette, session, a été utile et à nouveau, on est chez Stoic, une fonction support, une ressource pour vous, nos courtiers partenaires. Utilisez-nous. Vos points de contact chez Stoic sont disponibles pour vous accompagner. Le but, unique de Stoic, c'est de vous aider à équiper, le plus rapidement avec le moins d'efforts possible, tout votre portefeuille pro-entreprise d'un contrat Stoic et pour ça, on fait grosso modo ce que vous voulez. Donc utilisez-nous, voilà, c'était le mot de la fin. Faites-nous travailler, on sert à ça. On est vos partenaires sur le sujet. Merci à tous, il est 12:00, et à très vite par mail, par téléphone ou en visio. Bonne journée à tous. Merci, au revoir, bon appétit.